Vous avez toujours été, vous, persuadé de l'innocence d'Omar Haddad? Je vous dirais que j'ai plaidé, j'exerce depuis une quarantaine d'années, j'ai plaidé beaucoup de dossiers. Dans le cas d'Omar Haddad, c'est le dossier où je suis le plus convaincu de l'innocence de mon client. Omar, comment ça va? Je suis innocent, c'est le seul mot qu'Omar Haddad a prononcé en français durant son procès à Nice en 1994. Quelques heures plus tard, les jurés de la cour d'assises en prononçaient un autre, coupable. Omar Haddad était condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Le 23 juin 1991, le corps de Ghislaine Marchal est retrouvé exsangue dans la cave de sa villa de Mougins. Pour les gendarmes, l'enquête s'annonce facile. La victime a désigné le coupable du bout des doigts. Sur 2 portes, une inscription en lettres de sang, Omar m'a tué, ER. Le jardinier marocain est arrêté. Le mobile, selon l'accusation, son employeur lui aurait refusé de lui avancer de l'argent. Omar Haddad, coupable idéal. Résultat, aucune empreinte n'a été relevée. Enfin, le corps de Madame Marchal a été incinéré très rapidement, empêchant ainsi toute contre-expertise. Gracié par le président Jacques Chirac, Omar Haddad se retrouve en liberté conditionnelle le 9 septembre 1998. Omar Haddad, l'un des prisonniers les plus célèbres de France, a retrouvé ce matin la liberté après avoir purgé 7 des 18 années de réclusion criminelle auxquelles il avait été condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal. 8h10 ce matin, un large sourire. Omar Haddad vient de franchir le guichet de la centrale de Muret. Il embrasse son avocat Jacques Vergès. Après 7 ans de détention, Omar Haddad, grâce à cette libération conditionnelle, retrouve le monde extérieur et la foule des journalistes. Je suis très content, je suis libre aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des résultats de présent pour rien, et qui me l'a dit déjà mon avocat. Je suis libre, mais le combat continue jusqu'au bout. Comment sont passés ces 7 ans? Très mal passé. Parce que c'est pas facile pour quelqu'un innocent de derrière les barreaux pour rien, c'est quelque chose de mal, très mal. Voilà, et je suis très fatigué. Je veux dire merci à tout le monde, à tous les gens qui me soutiennent, et merci à vous les journalistes. Et voilà, merci. Mais pour Maître Vergès, l'émotion ne doit pas masquer le fond. L'avocat demande la révision du procès d'Omar Haddad. Il a sa liberté aujourd'hui. Maintenant, il s'agit de lui restituer son honneur. Et quand je dis restituer son honneur à Omar Haddad, c'est restituer son honneur à la justice française. Maître Vergès, redonner sa dignité à Omar Haddad, est-ce que ça passe automatiquement, essentiellement, par la révision du procès que vous avez demandé? Il faut que la justice reconnaisse que dans cette affaire, il y a eu une erreur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé il y a 1 an, au mois de janvier de l'année dernière, une requête en révision de la décision qui l'a condamné à 18 ans de prison, en admettant pour un crime qui ne l'admettait pas des circonstances atténuantes, qui était l'expression du doute, en fait, des magistrats. Pour vous, donc, la grâce présidentielle ne suffit pas? La grâce n'est pas une preuve d'innocence. Omar Haddad, pour vous, la grâce présidentielle, bon, c'était bien, mais c'était insuffisant aussi? C'est une grâce pour moi, c'est pas assez. Les problèmes, à l'instant, ils sont toujours coupables. Ça fait j'espère bien, pour l'affaire, c'est terminé, il faut un deuxième procès. On dit l'affaire Omar Haddad, mais pour moi, c'est pas mon affaire à moi. C'est une affaire pour tous les Français. La France est un pays de droit, c'est un pays de droits de l'homme. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qui dit révision de procès, Maître Vergès dit évidemment éléments nouveaux apportés au dossier. Alors, comment vous comptez vous y prendre? Alors, dans la requête que j'ai déposée au mois de janvier de l'année dernière, j'invoque beaucoup d'éléments nouveaux qui ont été apportés par une contre-enquête que j'ai demandé à M. Moreau de mener. M. Moreau, en 3 ans, a fait le travail que les juges n'avaient pas fait en 3 ans. Par exemple, combien de personnes y avait-il à la Chamade, la villa de Mme Marchal, le dimanche et le lundi?
dimanche, c'est le jour officiel de sa mort. Le lundi, c'est le jour de la découverte du corps. D'après l'accusation, il n'y avait personne. Or, un ouvrier qui travaillait sur un chantier voisin, M. Elaware, interrogé par les gendarmes, dit « Le lundi, il y avait du monde dans la maison ». J'ai fait citer M. Elaware au procès. Les gendarmes ont dit qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Parce que M. Elaware n'était pas en règle en France, au point de vue de ses papiers. Et nous avons dû aller à Tunis ensuite, entendre M. Elaware, qui dit « Mais pas du tout. Le lundi, il y avait un 4x4 dans la cour de la maison, avec un couple, un homme et une femme de type européen. » La femme de ménage dit « Madame Marchal m'avait donné congé pour le dimanche et le lundi. » Ce qui est curieux, puisque le dimanche, elle était invitée chez des amis, et le lundi, elle avait invité une amie à déjeuner chez elle. Elle avait donc besoin d'une domestique. Or, le concubin à l'époque de cette femme de ménage dit « Ce n'est pas vrai. Elle était présente à la chamade le dimanche et le lundi. » Est-ce qu'il dit la vérité? Je n'en sais rien. Mais manifestement, il y a là une piste que les juges n'ont pas voulu suivre. Voilà donc des éléments nouveaux. En dehors de cela, les médecins légistes l'examinent, déposent ensuite un rapport. Et dans ce rapport, ils disent « La mort est du lundi en fin de matinée. » Parce qu'il y a des signes cliniques qui ne trompent pas. Au mois de juillet, c'est lundi. Au mois de novembre, ils disent « C'est dimanche. » Monsieur Omar Haddad, le lundi, était à Toulon, où il fêtait la fête musulmane de l'Aïd al-Kébir avec des amis. Il y a 20 témoins. Donc ça change toutes les données du problème. Donc vous vous dites l'enquête a été mal faite dès le départ. C'est bien ça. Je dis pire que cela. On n'a pas relevé les empreintes sur les inscriptions. On a commis 2 experts graphologues. Et ils disent il y a identité parfaite entre l'inscription « Omar m'a tué » et les manuscrits qui restent de Mme Marchal. À l'audience, je les contredis. Et ils disent, oui, c'est pas à 100%, mais c'est au moins à 60 contre 40. Après le procès, j'ai consulté une série de graphologues, 11. Des graphologues experts auprès des cours et des tribunaux, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Et tous disent, c'est une erreur grossière qu'on ne comprend pas. Cette écriture ne peut pas être celle de Mme Marchal. Pourquoi? Parce qu'elle est trop différente. Et elle est trop différente, je vais vous le montrer. Voilà l'écriture de Mme Marchal. Une écriture grêle, un peu tremblante. Mme Marchal n'est pas une jeune fille. Et ici, voilà l'inscription qu'on prétend être de Mme Marchal. En dehors de la faute qui avait été... En dehors de la faute que Mme Marchal n'a jamais commise. Regardez cette inscription. Cette énergie qu'on trouve chez une femme qui est mourante, qui a reçu 4 coups de chevron sur la tête, 13 coups d'arme blanche dans le corps, depuis le cou jusqu'à la cuisse, qui a 3 doigts écrasés par le coup de chevron. Regardez cette énergie et regardez ce besoin de corriger, de revenir sur une lettre qui est incomplète. On ne me fera pas croire que c'est une mourante qui a écrit cela, et on ne me fera pas croire que c'est Mme Marchal, dont vous avez vu l'écriture un peu gracile d'une dame qui est âgée. Et toutes les erreurs judiciaires partent dans les mêmes conditions. Au départ, nous avons une erreur. Ici, les gendarmes ont cru tout bonnement que cette inscription désignait Omar Haddad, donc c'était lui. Allons, pressons et n'insistons plus. Alors, vous, Monsieur Moreau, donc vous êtes détective privé, on dit maintenant agent de recherche. Vous avez repris l'enquête depuis 1995. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus troublé parmi tous les éléments que vous avez retrouvés d'une part? Et d'autre part, est-ce que, comme le dit Maître Vergès, vous avez eu le sentiment que l'enquête avait été bâclée? J'ai eu le sentiment que l'instruction était plus que bâclée, puisque les pistes essentielles n'avaient pas été exploitées. Et l'enquête des services administratifs, c'est-à-dire de la gendarmerie et du juge d'instruction, n'avait pas abouti à découvrir quelle était l'arme du crime. Madame Marchal avait reçu une quinzaine de coups de poignard et les légistes avaient décrit cette arme avec beaucoup de précision. Il s'agissait d'un couteau qui avait une lame de 15 à 20 cm de long, tranchante des 2 côtés et 2 cm maximum de large. Monsieur Omar Haddad n'avait jamais de couteau sur lui. Ça a été établi par l'enquête. Cette arme du crime n'avait pas été retrouvée et restait un mystère inexpliqué. Alors les gendarmes en avaient déduit que, ma foi, l'arme du crime devait être le taille-haie,
car Omar Haddad utilisait pour faire le jardin un sécateur. Bien évidemment, vous le savez, les lames d'un sécateur, c'est beaucoup plus large, mais ce n'est pas tranchant des deux côtés. Lors de mon enquête, j'ai pu découvrir que finalement, l'arme du crime se trouvait à la chamade, dans la chambre de Madame Marchal, puisqu'une arme exactement similaire à celle décrite par les médecins légistes se trouvait sur un coffret en velours vert, et ce couteau a disparu. Nous connaissons donc maintenant quelle est l'arme du crime dans l'affaire Omar Haddad. Comment vous y êtes pris, vous, pour reprendre l'enquête? C'est comment on s'y prend des années après? La plupart des témoins que j'ai entendus, dans le cadre de cette contre-enquête, n'avaient pas été entendus du tout pendant l'instruction. Ces gens, comment voulez-vous qu'ils témoignent sur le champ d'eux-mêmes quand on apprend que la vieille dame chez qui Omar travaillait ce jour-là, le dimanche, a été gardée à vue? Comment voulez-vous que les autres témoins ne soient pas intimidés? Moi, je voudrais revenir sur cette inscription particulière. Omar m'a tué. Si il s'agit bien d'une mise en scène, pourquoi diable avait-on besoin d'écrire Omar m'a tué? Est-ce que c'est quelqu'un qui en voulait à Omar Haddad? Manifestement, non. Donc moi, j'ai recherché parmi les personnes qui avaient intérêt à écrire Omar Haddad. Et l'assassin ou les assassins sont des personnes qui, s'il n'y avait pas eu cette inscription, auraient immanquablement fait l'objet des feux de l'enquête. Eh bien, on ne leur posera pas, par exemple, la question « Où vous trouviez-vous au moment du crime ?» C'est-à-dire que l'instruction va être menée à charge, exclusivement à charge sur Omar Haddad, et on ne cherche absolument pas à savoir... On oublie tout le reste. Oui. Lorsque la police est à peu près persuadée de l'identité du coupable, est-ce que ça signifie que l'enquête prend une tournure différente, qu'elle est automatiquement à charge? En France, donc, le juge d'instruction est censé instruire à charge et à décharge. Mais il y a un déséquilibre flagrant entre l'accusation et la défense. Car la défense, toujours dans notre pays, eh bien, les avocats n'ont pas le droit de faire des investigations ni de vérifier la moindre piste. Ils ne peuvent pas décrocher leur téléphone pour vérifier si tel témoin a bien dit telle chose ou vérifier un quelconque élément. Et Maître Vergès, en me demandant cette contre-enquête, fait presque un acte relativement rare. Oui, mais en même temps, c'est vous qui faites la contre-enquête, ce n'est pas moi. Vous prenez les éléments. Si moi, je vais voir, pendant l'instruction, je vais voir un témoin, je serai poursuivi pour subornation de témoin. Les experts en France sont nommés par les juges, et ceci fausse tout le débat. Il faut donner à la défense des moyens qu'actuellement elle n'a pas. Ce que j'ai fait ici, avec l'aide de M. Moreau, c'est ce que j'aurais dû avoir la possibilité de faire avant le procès, mais je ne peux pas. Je demande qu'on examine cette inscription pour voir si ça a été fait avec du sang. L'instruction ne l'établit pas. Comment ça? Ça n'a pas été, Écoutez, ça n'a pas été recherché? Non. Or, manifestement, si j'écris avec mon sang, ça bave. Ici, ça ne bave pas. Bon. Deuxièmement, je demande que si on relève des empreintes digitales sur ces inscriptions, longtemps après, aussi il en demeure, qu'on les compare avec la trace d'une main sanglante au bas de l'inscription. C'est la signature de Madame Marchal qu'on aura voulu donner à ce faux. Qu'on examine les empreintes là-dessus et les empreintes sur la trace de la main. Mais les portes ont été gardées. C'est pour ça que je demande. Je suis un peu étonnée dans ce que vous dites, parce que la vérification de l'écriture faite avec du sang n'a pas été faite. Non. On était sûr que ce soit Omar Haddad. Alors le reste, si je puis m'exprimer ainsi, on s'en foutait. Prouver son innocence, ça veut dire trouver le ou les coupables. Si c'est les magistrats, pris d'une ardeur vaillante, désirent trouver la vérité et le vrai coupable, je ne pourrais qu'y applaudir. Mais moi, mon rôle n'est pas de trouver le coupable. Oui, mon rôle est d'innocenter Omar Haddad. Vous avez toujours été, vous, persuadé de l'innocence d'Omar Haddad? Je vous dirais que j'ai plaidé, j'exerce depuis une quarantaine d'années, j'ai plaidé beaucoup de dossiers. Dans le cas d'Omar Haddad, c'est le dossier où je suis le plus convaincu de l'innocence de mon client. Omar, est-ce que vous avez compris ce qui vous arrivait? Non. Non? La vérité, non. Je n'ai rien compris. Jamais j'ai pensé dans ma tête, je vais faire des états de prison. Les horreurs de la justice existent.
Mais c'est vrai, moi jamais j'ai croyé que la justice française ait fait des erreurs comme ça. J'ai fait 2 ou 3 fois la grippe de la faim, j'ai perdu 22 kilos. Et c'est vrai, le jour de procès, moi dans ma tête, je suis dehors. Moi, jamais j'ai pensé à la justice française à me condamner à 18 ans de prison pour rien. Pour moi, c'était une grande surprise. Une grande surprise. Bon, on parle de grâce, mais pour moi, c'est pas une grâce. Parce que les gens, à mon avis, à moi, ils sont bien compris. Déjà, c'est pas Madame Marchal écrit. Parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent, ils sont morts. On ne peut pas écrire. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ils sont bien compris l'affaire. Ils sont bien compris. Est-ce que pour un avocat, un grand avocat, de toute façon, il vaut mieux se battre pour une erreur judiciaire, quoi qu'il arrive, pour faire reconnaître l'erreur judiciaire, parce que de toute façon, c'est bien pour le renom? Non. Vous savez, pour le renom, vous avez un client innocent, il est condamné. Vous sortez du tribunal, bouche close. Si vous dites « mon client était innocent, il était condamné », on vous dit « ah bon ?» Mais c'est un échec alors. C'est un combat contre sa propre publicité, mais pour la vérité et pour la justice. Omar Haddad est immigré, il parle mal le français. Il ne comprend rien à ce qui lui est arrivé. Il ne suivait même pas les débats. Il met sa main dans la vôtre et il dit « je te fais confiance ». Je suis libre de lui dire non. Mais si je dis oui, eh bien je dois me battre avec lui au risque de comparaître devant un tribunal s'il le faut. Et ce risque, je l'ai pris et je suis très heureux de l'avoir pris. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.